Donc les débats ont tourné en grande partie autour de la question des endettements des États. Est-ce qu'un État qui s'endette, ce n'est pas une forme d'hypocrisie? Un impôt qu'on n'a pas le courage de lever. C'est une question de justice fiscale. Je suis certainement parmi les plus jeunes ici. L'Europe nous apportait énormément d'espoir. Au début, ce n'était pas du tout démocratique. On a tâché de faire une constitution qui n'a pas réussi parce que les Hollandais voulaient plus payer, intervenir dans le budget. De l'autre côté, la France sont habitués à dire non, comme ils ont déjà fait quand on voulait faire une Europe politique et une Europe militaire avec même des chances de l'Union. On a donné le plus possible de démocratie. On a différents partis politiques qui participent aux élections européennes. On ne va pas assez voter, mais il y a des partis de gauche, il y a des partis de droite, et ceux qui sont de gauche, qui sont commissaires, qui sont présidents même de la commission, ont fait une politique de droite. Et ce n'est pas ça ce que les électeurs de gauche demandent. Donc, il y a certainement à dire aux politiciens que s'ils se font élire sur un projet, mais qu'ils l'appliquent alors, et qu'ils ne poussent pas tous vers la droite. Et c'est ça que j'ai vu les dernières années. Et ça me rend très triste pour l'Europe, parce que l'Europe, c'est important pour nous tous, et surtout pour nos jeunes. Merci. Alors, la dernière question, monsieur Lévy. Oui, je remercie. Je suis quand même un peu excédé du mauvais procès que l'on fait à l'Europe. On parle d'Europe et d'identité, en tout cas de souveraineté populaire. Alors je dis, à ce point de vue-là, si vous voulez bien, attendons le mois prochain, en avril. Le peuple grec, que je sache, va se prononcer aux élections. Alors, si on ne peut pas faire saigner un caillou, on ne pourra pas non plus faire saigner le peuple grec indéfiniment. Alors, il se pourrait très bien qu'en que la souveraineté populaire s'exprime en vertu du suffrage universel, et que le peuple grec dise non à l'Europe et à l'euro. Eh bien, c'est peut-être la meilleure façon d'exercer la souveraineté populaire. C'est important de le dire, parce que ça mettra en garde les autres responsables politiques et dirigeants, sachant que ce que le peuple grec aura fait, ça pourrait très bien s'exprimer de la même manière dans d'autres États de l'Union européenne. Les subprimes sont, on va dire, un produit dérivé bancaire qui était soi-disant sécurisé, mais on ne parle jamais des futurs d'un produit dérivé sur lequel les banques investissent des milliards d'euros, qu'on nomme des futurs, et en fait, il est un produit sur lequel ils espèrent gagner de l'argent en évaluant ce que la valeur de l'argent que, par exemple, le dollar aura dans 6 mois, ils investissent des milliards et des milliards. Pour eux, c'est un soi-disant mécanisme informatique, mathématique. Ils sont certains qu'ils vont gagner, mais tout le monde sait que s'il y a un gagnant, il y a un perdant. Donc je voudrais savoir quand est-ce que vous pourrez commencer à arrêter, à empêcher les banques de spéculer sur des produits dérivés qui ne sont pas réglementés. Voilà. Merci. Ik kon niet zo graag
die een vorm van hypocrisie is van een staat om de staatsschuld te laten oplopen. Betekent dat niet gewoon dat de staat weigert om belastingen te heffen? Soms is dat waar, soms is dat niet waar. Bijvoorbeeld kan je zeggen, in tijden van de Wereldoorlog 2 stapelden de Verenigde Staten een enorme staatsschuld op. Terzelfde tijd was belasting op inkomen in de hoogste schijf 92%. 92% was de belastingvoet in de Verenigde Staten in tijden van de Tweede Wereldoorlog. Dus men had zowel de hoge belasting als de stijgende staatsschuld. Dus in sommige situaties, niet alleen in tijden van de oorlog, maar ook in tijden van zware economische recessie, kan het verantwoord zijn voor een staat om zich zeer diep in de schulden te steken. En dat doet de staat enkel en alleen om nog erger te voorkomen. Dus dat is eigenlijk een klassieke Keynesiaanse redenering dat ik nu volg, maar dat klopt wel uit de feiten. Dus als je in een diepe recessie zit, is het beter dat de staat de schulden maakt om de situatie te stabiliseren, dan dat de staat geen schulden maakt en daardoor eigenlijk de recessie nog veel dieper maakt dan tevoren. In andere gevallen is het inderdaad zo dat het beter zou zijn dat de staat wat meer belastingen zou hebben. Dus in het geval van Griekenland bijvoorbeeld, denk ik dat het juist is dat een grote sector van de Griekse economie, de scheepvaart met name, dat men daar geen belastingen heeft en dat dat uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat Griekenland, dat is een van de redenen, de situatie in Griekenland is natuurlijk ingewikkeld, je hebt daar ook een massa militaire uitgaven, dus het defensiebudget in Griekenland is 2 keer zo hoog als het Europese gemiddelde. Griekenland heeft de hoogste per capita wapenimport van heel de Europese Unie. Daarnaast is het zo dat in Griekenland, dus zal ik om te zeggen, een grote sector, een belangrijke sector, de scheepvaart eigenlijk bijna geen belasting betaalt. Dus in het geval van Griekenland, ja inderdaad, het zou beter geweest zijn moest de staat op een aantal sectoren belasting hebben of. In het algemeen is het dus inderdaad zo dat de globalisering het moeilijker maakt voor staten om bedrijven te gaan belasten. Sinds de globalisering is het zo dat bedrijven het eigenlijk gemakkelijker hebben dan vroeger. Om te zeggen van kijk, ja, wij willen een lage belastingvoet, krijgen we die niet, dan trekken wij het buitenland. Dat is eigenlijk het punt waarop de Europese Unie zou moeten ingrijpen. Dus de Europese Unie zou daar paal en perk aan moeten stellen. Dat doet de Europese Unie vandaag niet. Dat heeft alweer onder andere te maken met het democratisch deficit. Je voudrais répondre à la question qui a été posée par rapport à l'État et à l'éventuelle hypocrisie d'un État qui ferait grimper sa dette publique au lieu d'avoir le courage d'imposer davantage à la population. En fait, cette affirmation est parfois vraie et parfois fausse. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les États-Unis ont vu leur dette publique exploser, alors que l'impôt sur le revenu pour les tranches les plus élevées était de 92% au même moment. On avait donc au même moment un impôt très élevé et une dette publique très élevée. Ce genre de situation peut se produire non seulement en cas de guerre, mais aussi en cas de conjoncture économique extrêmement rude, de récession, etc. C'est en fait un raisonnement keynésien que je suis ici. Il va falloir à ce moment-là, dans le chef de l'État, faire augmenter la dette publique pour pouvoir stabiliser la récession, stabiliser la situation. Sinon, on estime que sans ces investissements consentis grâce à une création de dette publique, la récession serait encore pire. Dans d'autres cas, par contre, l'État ferait mieux de prélever davantage d'impôts. On parlait de la Grèce. Eh bien, la Grèce a de grands secteurs de son économie qui ne sont pas soumis à un impôt suffisant, voire vraiment à un impôt négligeable, comme le secteur de la marine, le secteur militaire, la défense. La Grèce a un budget de défense 2 fois supérieur à la moyenne européenne. À ce niveau-là, en effet, le gouvernement grec avait encore de la marge pour aller prélever de l'impôt. Cependant, il faut bien reconnaître aussi que la mondialisation rend plus difficile de taxer les entreprises.
Celle-ci se livre tout simplement à un chantage au taux d'intérêt et menace de délocaliser leurs activités si les États augmentent le taux d'intérêt en question. Dans ce type de situation, on peut attendre de l'Union européenne qu'elle réagisse, ce qu'elle ne fait malheureusement pas, à cause du déficit démocratique dont j'ai parlé plus tôt. Je voulais revenir sur une remarque qu'avait fait une personne dans la salle qui disait que bon, finalement, il y a un problème, on est quelque part acculé à devoir mettre tout notre argent en banque, on était finalement prisonnier du système bancaire, et que bien sûr en captant tous les ressources privées, ça leur permettait de s'enrichir sur notre dos. Je voulais simplement dire qu'il ne faut pas perdre de vue de nouveau là s'il y a un problème effectivement avec le fait que des banques d'affaires commencent à jouer avec notre petite épargne, mais il ne faut pas perdre de vue que la partie, le moment historique où nous avions un fort système bancaire public, c'était vraiment, au contraire, extrêmement important. Je pense à la CGR, il y a une vingtaine d'années, toute cette petite épargne transitoire, toute cette petite épargne finalement d'usage a permis, notamment à travers la CGR, de gérer par exemple la situation du marché locatif à Bruxelles et faire en sorte que l'État puisse réglementer et jouer puissamment sur le marché locatif et faire en sorte que les loyers ne soient pas trop hauts, notamment à travers la possibilité de financement pour les communes, de parcs immobiliers publics, à travers la possibilité de construction de logements sociaux. Donc c'est extrêmement important pour une banque publique de pouvoir utiliser effectivement cette petite épargne d'usage, ce qui est par contre dangereux et problématique, c'est lorsque l'on se retrouve à mettre en place des systèmes économiques qui finalement font en sorte qu'on se retrouve avec une épargne lucrative extrêmement massive. C'est ça, cette épargne lucrative à ce moment-là devient du pouvoir pur. Il n'a pas d'autre fonction finalement qu'être du pouvoir pour les gens qui la possèdent. Autre chose, oui, par rapport à cette question, je suis tout à fait d'accord avec vous. Comment passer de cela à cela? Je crois que tout le monde doit se le répéter tous les jours, et de nouveau, ce sont des questions tellement graves. Je crois que personne ne peut donner des recettes, heureusement, et puis les réponses vont être influencées en fonction, je dirais, un peu du statut, de la profession des personnes qui répondent. Je ne suis pas membre d'un commando, je suis enseignante. Donc, comme enseignante, je peux vous dire que à travers justement le débat, à travers le fait d'expliquer les choses en remobilisant des données historiques, d'essayer de faire vraiment comprendre que nos sociétés sont construites à travers des actes politiques, donc on peut la reconstruire autrement à travers d'autres actes politiques, on arrive à pouvoir donner de l'énergie, de l'envie de reprendre notre destin en main, mais je ne peux pas faire plus que ça. Je crois que chaque enseignant ne peut pas faire plus que ça. Par rapport alors, on aborde le débat de notre point de vue technique, quand on s'intéresse à la façon dont les sociétés ont changé, se sont transformées, il y a plein de façons possibles. Disons qu'il y a trois idéotypes, si vous voulez. On le voyait très bien au XIXe siècle, que le débat se passait, la manière dont on pensait les utopies, c'était soit une rupture temporelle, c'est l'image de la révolution, il y a un après, il y a un avant, donc il y a l'acte magique de la révolution qui permet de passer à une autre société, et puis il y a une série d'autres penseurs ou communautés politiques qui ont essayé d'imaginer cela comme une rupture dans l'espace, un saut dans l'espace, c'est-à-dire par exemple toutes ces petites communautés libertaires qui se sont installées aux États-Unis et qui ont imaginé pouvoir s'extraire du système en créant des petites
enclaves protégées dans des lieux un peu perdus, sauf qu'il y a de moins en moins de lieux perdus. Et qu'en général, ça s'est très mal passé pour elles, la plupart ont été liquidées physiquement. Donc, je reprendrai une autre façon aussi de penser la transformation. C'est plutôt là, j'ai été plus inspirée par le mai 68, c'est en fait arrêter le temps. C'est notre rapport aux politiques, c'est effectivement stop, on arrête, on cause, stop, ça revient, stop, on arrête, on cause. C'est une autre manière de dire aussi une autre déclinaison de la généralité. Stop, on arrête, c'est finalement nous qui restons les détenteurs de la production de la société. Effectivement, si nous décidons soit de ne plus voter, soit de ne plus travailler, soit de refuser de croire, ben oui, tous collectivement, comme ça, on a quand même beaucoup de pouvoir. Je vous informe donc que nous avons trois représentants politiques maintenant avec nous. Je vous avais déjà présenté M. Louis, qui s'est exprimé tout à l'heure. Madame la représentante écolo, j'oublie votre nom, excusez-moi. Et puis nous avons un sénateur PS. Et donc, je vais vous donner les résultats. Ah, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, mais je ne... Voilà. Donc, 4 partis traditionnels sont ici présents. Je répète que ce que j'ai dit tout à l'heure, nous les avions tous invités, tous les partis néerlandophones aussi. Et donc, de ce côté-là, le SPA nous avait dit rechercher quelqu'un, mais c'est quelqu'un, manifestement, ils ne l'ont pas trouvé. Donc, je vais vous donner le résultat des votes. Et je voudrais dire simplement aux représentants politiques qui sont ici, l'idée de ce vote lors d'une assemblée citoyenne où on a vraiment cherché à amener une information, je dirais, large et claire sur le fait de nous trouver dans une crise pas possible, avec des mesures d'austérité pas possible que nous allons devoir subir si rien ne change pendant des années et des années. L'idée était de démontrer que les citoyens, les hommes et les femmes, informés correctement sur des traités que personne n'a envie de lire parce qu'ils sont écrits d'une manière telle à ce que vous n'avez pas du tout envie de lire. Nous sommes tous, je dirais, contaminés par une information médiatique qui est tout à fait, je dirais, tronquée. Hein, on nous balance du n'importe quoi en nous disant si vous ne faites pas ça, ce sera pire après. Donc, soit on va tous crever de faim, mais on sera mieux après. Hein? Donc c'est un peu fort. Donc ce qu'on voulait démontrer, c'est que les citoyens informés correctement reprennent, je dirais, le pouvoir décisionnel qu'ils ont normalement tous, et ils sont capables de voter et de choisir l'orientation politique qu'ils souhaitent pouvoir mener. Donc, le résultat des votes, c'est... Donc nous étions un peu plus de 100 dans la salle. Plus de 80 votes par procuration ont été mis en place dans les jours précédents. Et sur 209 votes, 198 personnes ont répondu contre le traité de l'UMS, contre l'accord de la règle d'or et pour une consultation populaire. Donc la question... Avant d'applaudir, moi je pense qu'il faut vraiment demander aux politiques s'ils vont vraiment mettre ça en route. Parce que c'est ça leur rôle. Je pense que nous sommes des citoyens qui votons et on n'est pas simplement réduits au vote. Ici, c'est vrai qu'on ne représente pas la Belgique dans son entièreté, mais on a quand même un petit échantillonnage de personnes maintenant bien informées qui demandent à nos représentants politiques de faire partout, dans toute la Belgique, ce que nous venons de faire ici, avec peu d'argent, avec simplement notre énergie. Et je pense que c'est à vous, madame, monsieur, à le faire. Je sais qu'Écolo a déposé une motion au niveau parlementaire fédéral. Donc Écolo a déposé un texte au niveau fédéral qui vise effectivement l'organisation d'une consultation populaire. Parfait. Non, moi je pense qu'avant d'applaudir, il faudra d'abord voir si elles sont vraiment en route. Parce qu'un parti politique tout seul dans une assemblée,
faudra contaminer les autres. Ça me paraît évident. Voilà. Alors, donc voilà. On a décidé de ne pas s'arrêter. Je vais donner la parole à Étienne Chouard. Étienne Chouard, il vient expressément de Paris ce matin. Il avait une conférence hier soir en Bourgogne. Il est venu. Je viens dire parce qu'il court tout le temps. Il est partout. Vous l'avez vu, il est avec Pierre Zaki à Genève il y a quelques temps. Il est partout, mais il est convaincant. Il a vraiment des propositions politiques à vous faire. On en parlait tout à l'heure. Nous sommes assez d'accord avec ce qu'il a proposé. Et donc, je vous laisse la parole pour 45 minutes. En 45 minutes, je vais essayer de m'en tenir à ce qui me paraît être la meilleure issue pour nous sortir du pétrin. Alors, d'abord sur un point de méthode, je suis les conseils d'un médecin qui s'appelle Hérodote. Hérodote, je continue à faire cette erreur. Depuis 2 mois, je fais cette erreur, c'est Hippocrate. Hippocrate nous disait un conseil formidable qui disait chercher la cause des causes pour soigner un mal, une maladie, mais ça marche pour tous les problèmes. Si vous avez un problème, plutôt que de vous prendre aux conséquences, essayez de trouver la cause, ça marchera mieux. N'importe qui peut comprendre ça, c'est facile. Donc, essayez de ne pas s'en prendre aux conséquences et même ne pas s'en prendre aux simples causes qui sont pratiquement toujours diverses, variées, tous les éléments sont multifactoriels. Parmi toutes les causes, essayez de trouver une cause déterminante, qui détermine toutes les autres. Si vous avez trouvé cette cause-là, vous avez quasiment réglé votre problème. En tout cas, si vous ne faites pas ça, vous n'avez quasiment aucune chance de trouver le problème. Alors, je ne parlerai pratiquement pas de ce dont vous avez parlé, c'était la dette, puisque je prends, et qui est pourtant un problème essentiel sur lequel je réfléchis comme vous beaucoup, mais quand il s'agit d'imaginer une alternative, il me semble que la dette, l'endettement dans lequel nous sommes plongés, les crises d'austérité, les cures d'austérité qui nous sont imposées contre notre gré et en dépit du bon sens, sont, entre autres, des conséquences. La situation économique dramatique dans laquelle nous sommes et l'absence de notre difficulté à imposer notre opinion pour imposer une bonne solution sont des conséquences. Et des conséquences. J'avais fait un schéma, je crois que je l'intègre progressivement dans les interventions. J'ai représenté toutes les injustices sociales parmi lesquelles la dette publique et l'austérité et le chômage sont des branches de cet arbre. La corruption, la catastrophe écologique, tous ces drames contre lesquels nous tâchons de résister en nous spécialisant. Il y a des résistants qui s'occupent de l'écologie, des résistants qui s'occupent de la corruption, des résistants qui s'occupent de la monnaie, de la création monétaire. Mais il me semble que tous ces problèmes sont des conséquences. Il me semble que tous ont, et c'est en fait ça que je cherche, une cause commune. Alors je vous la propose, je ne suis pas sûr d'avoir raison, je cherche la cause des causes. J'ai l'impression que c'est ça qui nous permettra de régler des problèmes, de régler les problèmes, si on arrive à le trouver. Il me semble que la cause commune des injustices sociales, c'est l'impuissance politique des gens bien, des gens normaux, l'impuissance politique populaire, le fait que les résistants ne puissent rien faire. Tous ces résistants qui se donnent du mal, qui ont passé toute leur vie à traquer sur les marchés, à essayer de trouver des solutions, convaincre les gens, dénoncer des injustices, tous ces gens qui se donnent un mal de chien, sans pouvoir rien faire,
Leur impuissance politique, elle ne tombe pas du ciel, elle est programmée quelque part. Elle est programmée dans un texte qui pourrait programmer leur puissance politique et qui, au lieu de ça, pour l'instant, programme notre impuissance politique. Ce texte, c'est la Constitution. Un texte dont ça paraît extravagant, tout le monde se fout. Pas seulement en France ou en Belgique, partout dans le monde. Nous autres humains, on dirait, je ne sais pas pour quelle raison, nous nous moquons, nous négligeons un texte dans lequel est programmée notre impuissance politique. Je n'ai pas le temps de développer, donc je fais court, mais on pourrait aller plus loin de ce que je veux dire, mais c'est dans la Constitution que les élus n'ont pas de compte à rendre, autre que le seul risque qu'ils peuvent être réélus. Mais une reddition des comptes, ça pourrait être bien autre chose que la simple punition de ne pas être réélu. Après, la reddition des comptes, ça pouvait durer 1 an devant un jury de 200 personnes tirées au sort. Il fallait rendre des comptes et avec des punitions, et des récompenses. Donc, c'est dans la Constitution qu'il n'y a pas de reddition des comptes. C'est dans la Constitution qu'il n'y a pas de révocabilité entre deux élections. C'est dans la Constitution qu'il n'y a pas de vraie séparation des pouvoirs. C'est dans la Constitution qu'il n'y a pas de mandat court et non renouvelable. C'est dans la Constitution que les mandats sont longs et renouvelables sans limite. C'est dans la Constitution qu'il n'y a pas de référendum d'initiative populaire. C'est dans la Constitution que aucun moyen ne nous est donné de résister aux pires trahisons. C'est dans ce texte qu'il n'y a pas notre puissance politique. Ça n'est pas qu'ici, c'est ailleurs, ça n'est pas qu'aujourd'hui, c'est depuis 200 ans que les constitutions sont de plus en plus pratiquées, c'est partout dans le monde, à toutes les époques, les constitutions programment l'impuissance des peuples, au lieu de les garantir contre les abus de pouvoir. C'est pas un complot, c'est pas possible, c'est pas un complot, pas dans tous les pays, à toutes les époques, c'est autre chose. Je suggère, j'essaie de comprendre d'où vient, quelle est la cause de toutes ces mauvaises constitutions. Il me semble que les auteurs de ces constitutions, ceux qui écrivent les constitutions partout dans le monde, sont en conflit d'intérêts. Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes. Attention, c'est pas ça que je dis du tout. Je dis que dans l'occurrence du processus constituant, au moment d'écrire une constitution, un professionnel de la politique ne peut pas écrire une bonne constitution. Je vais développer juste dans un instant. Mais qu'est-ce qui fait que... Alors, je sais de comprendre la cause des causes. Je vais vous expliquer un peu mieux le conflit d'intérêt dans un instant. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive dans cette situation de conflit d'intérêt? Qu'est-ce qui permet aux professionnels de la politique d'écrire les constitutions alors qu'ils ne devraient pas? C'est notre faute à nous. C'est nous qui les laissons écrire. C'est parce que les peuples, partout dans le monde et à toutes les époques, renoncent à écrire eux-mêmes leur contrat social, renoncent à écrire eux-mêmes leur droit du droit, leur loi supérieure, et qui disent non mais j'ai pas le temps, je suis occupé, je connais rien, je suis incompétent. C'est parce que nous renonçons à participer au moins au processus constituant, au moins à exiger qu'ils soient désintéressés sans conflit d'intérêt, que des professionnels de la politique écrivent eux-mêmes des règles qui devraient être graves, donc ils écrivent des mauvaises constitutions qui programment leur puissance et notre impuissance, et ça génère notre impuissance populaire, et notamment l'impuissance de ceux qui voudraient aller du mal pour résister, qui ne peuvent pas, et ça génère, de proche en proche, toutes ces injustices sociales contre lesquelles on peut rien. Alors, c'est mon analyse, elle est perfective, je cherche, je progresse, au fur et à mesure des débats, j'affine cette analyse. Mais, qu'est-ce qui... approfondissons, s'il vous plaît, en 2 minutes. Je vous demande un peu de faire ça, mais approfondissons à quoi sert une constitution, ce que tous les citoyens devraient savoir. Je résume ça, j'ai fait un peu un petit schéma, mais comme je l'ai fait entre-temps, je n'ai pas pu le donner à Marie-Rose. Mais je vais faire des gestes. Nous autres, le peuple, depuis que nous sommes nombreux, nous avons besoin, pour nous protéger de l'arbitraire des plus forts, nous avons besoin de mettre au-dessus de nous des représentants dont nous avons besoin pour produire et appliquer un droit, une règle écrite qui est commune et qui nous protège contre l'arbitraire des plus forts. Donc on a besoin de pouvoirs, de gens parmi nous que nous désignons et qui sont utiles
mais dont l'histoire des hommes nous montre qu'ils sont aussi dangereux, voire très dangereux, qui peuvent devenir tyranniques. C'est-à-dire que tous les pouvoirs, toujours et partout, ont une tendance mécanique à abuser du pouvoir montesquieu. C'est comme une loi physique implacable. Et un outil génial qui est la Constitution, qui est un texte qui est au-dessus de... Alors, il faudrait que j'ai 3 mains. Un texte qui est au-dessus d'eux, qui s'appelle la Constitution, qui doit pas les organiser. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. La Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs, à les inquiéter pour nous protéger. Alors, ce texte-là, il ne faut pas que ce soit eux qui l'écrivent. S'ils doivent la craindre, il ne faut pas que ce soit eux qui l'écrivent. Un enfant comprend ça. Mais on est un peu comme des enfants, je pense politiquement, nous autres les humains, on est un peu comme, on n'a pas encore pris conscience de ça. Depuis longtemps, hein, la Constitution d'Athènes, c'est Aristote qui a 2500 ans. Nous avons imaginé des outils de résistance aux abus de pouvoir, nous avons compris ce que c'était que les abus de pouvoir, nous avons imaginé des outils, mais au moment d'écrire le texte qui formalise, qui met à plat ces protections, nous ne faisons pas attention à qui écrit et nous ne faisons pas attention au conflit d'intérêts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de conflit d'intérêts? Le professionnel de la politique qui va écrire le droit qui s'impose à nous, et que nous redoutons les abus de pouvoir, celui-là, il doit créer la Constitution. Il ne doit pas l'écrire, sinon il va programmer sa puissance. Il va programmer notre impuissance. Et ce n'est pas sa faute. Je ne lui en veux pas. Nous ferions tous la même chose. Ce n'est pas une question de vertu, là. C'est un problème de conflit d'intérêts. Je vais vous donner une image très parlante. Prenez un bon juge. Un juge intègre, le meilleur des juges. Un gars qui dévoue sa vie complètement à la justice, il ne pense qu'à ça. C'est un très bon juge. Arrive au planning, au rôle de son tribunal, arrive sa fille, son fils, qui est victime ou accusé, peu importe. Dans tous les pays du monde, et à toutes les époques, dans toutes les civilisations, les hommes comprennent que ce juge-là, dans cette situation-là, avec quelqu'un qui lui est proche, il ne peut pas rendre la justice, il est en conflit d'intérêts. Ça ne veut pas du tout dire qu'il est malhonnête, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais juge. Monsieur. Comment? Il doit se dessaisir. Voilà, exactement. Il doit se dessaisir. Mais ça se fait. Mais exactement, tout à fait. Ça se fait. C'est-à-dire qu'on ne va même pas avoir besoin de le récuser, ça s'appelle. Il va se récuser lui-même parce que c'est son honneur. Il sait bien qu'en situation de conflit d'intérêt, il ne peut pas rendre la justice. Ce que je vous dis, c'est les parlementaires, les ministres, les juges, les hommes qui ont fait de la politique leur métier, dont je ne dis pas du tout qu'ils sont malhonnêtes, je dis qu'au moment d'écrire la Constitution, qu'ils devraient craindre pour nous protéger, ces gens-là, dans le processus constituant, ils sont en conflit d'intérêts, ils devraient se mettre eux-mêmes, ce serait leur honneur, comme un juge, comme le juge de l'État, ils devraient se mettre eux-mêmes à l'écart du processus constituant, au lieu d'écrire eux-mêmes la Constitution. Alors, je ne me fais pas d'illusions. Je pense qu'il peut y avoir, j'en parle, hein, j'ai demandé à Montebourg, j'ai demandé à ceux que j'arrivais à attraper, je leur ai demandé, est-ce que vous êtes capable de vous hisser au-dessus de votre intérêt personnel pour réclamer que les hommes politiques, et donc vous-même, ne soyez pas dans le processus constituant pour enfin écrire la première constitution qui sera, ça j'en suis plus que sûr, j'ai montré que sera enfin démocratique, c'est-à-dire enfin une constitution quand elle sera plus écrite par des professionnels de la politique, parce qu'on se sera débarrassé des conflits d'intérêts. Elle va enfin programmer ce dont nous avons le plus besoin, qui est la démocratie. Alors, sur les mots qui à l'entête, je viens d'un instant. Il faudrait me prévenir quand on arrive à 10 minutes à la fin, pour que je ne fasse pas pour s'expliquer, parce que j'aurais pris trop de temps. J'en veux le temps. Je sais bien.
déjà mon fil à J'en ai parlé avec le politicien en sollicitant, en disant j'aimerais bien quelqu'un comme Mélenchon qui demande déjà une assemblée constituante, mais élu. Donc élu parmi qui? Élu parmi les candidats imposés par les partis. Donc ça va être élu parmi les professionnels de la politique. Donc on va voir les mêmes qui, encore une fois, comme dans tous les pays, avec toutes les époques, vont programmer l'assemblée. Comme les Tunisiens, vous savez, les Tunisiens, ils veulent se révolter contre leur tyran. Et donc ils ont déclenché une assemblée constituante. Ils n'avaient pas réfléchi au problème avant, et donc ils ont comme un seul homme, demandé à ce que l'Assemblée constituante soit élue. Donc c'est les partis politiques qui sont en train d'écrire la Constitution. Je vous fiche mon billet, peut-être qu'on verra que les partis politiques vont programmer l'impuissance des Tunisiens et qu'ils n'auront plus le droit de voter tous les 5 ans. Et ils vont avoir la même pseudo-démocratie. Alors voyons un peu les mots. La même pseudo-démocratie que la nôtre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle démocratie? Incroyable quand on fait le point, honnêtement, hein, je ne vais pas exagérer. Qu'est-ce que c'est que la démocratie moderne? C'est le droit pour les soi-disant citoyens, en fait des électeurs, de simples électeurs. Qu'est-ce qu'on leur propose comme droit? Le droit de désigner des maîtres politiques qui vont tout décider à leur place. Toutes les lois vont être votées par eux, pas par nous. Désigner des maîtres politiques parmi des gens qu'on n'a pas choisis, qui ont été choisis par les plus riches, ceux qui sont capables de financer leur campagne électorale, et sans aucun moyen de résister à d'éventuels abus, voire même des trahisons, entre deux élections. C'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, mais sans aucune force contraignante. Vous avez le droit de la dater, vous avez le droit de discuter, vous avez le droit de descendre à la rue avec des casseroles, et de toute façon, ils s'en foutent complètement. Non, mais attendez, nous sommes fous! Nous sommes fous, et c'est notre faute, c'est pas notre faute, eux, ils ont raison. Ils suivent leurs intérêts personnels. Mais nous sommes fous d'accepter cette mise à l'envers d'un mot important, le mot démocratie, démos, kratos, pouvoir du peuple. Le régime dont je parle, désigner des maîtres parmi les gens que nous n'avons pas choisis sans aucun moyen de résister, ce régime-là, il s'appelle pas démocratie, il s'appelle gouvernement représentatif. Nous devrions prioritairement faire la grève du mot démocratie, de ce mot mis à l'envers par une espèce de Big Brother qui utilise une novlangue. C'est très astucieux d'être le mot à l'envers. Quand vous appelez le régime du gouvernement représentatif, qui ne laisse aucun pouvoir au peuple, quand vous l'appelez démocratie, vous interdisez à ce peuple, s'il accepte d'utiliser ce mot démocratie à l'envers, vous lui interdisez de formuler la solution. Nous ne pouvons même plus dire que nous voulons la démocratie. On nous répond, mais la démocratie, monsieur, vous l'avez. C'est malin. C'est vachement malin. Et donc, il faut commencer par remettre les mots à l'endroit. Ils sont à l'envers, remettez-les à l'endroit. Nous ne sommes pas des citoyens. Un citoyen, c'est autonome. Un citoyen, c'est à tête, il vote ses lois lui-même. Un citoyen, il n'a pas de représentant. Il est autonome. Nous ne sommes que des électeurs. Nous sommes hétéronomes. Nous subissons la loi écrite par quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est mieux. Mais il ne faut pas appeler démocratie son contraire. Nous appelons suffrage universel. Le suffrage universel, ça devrait être le moment où, réunis en assemblée, ici, on est à Bruxelles, il y aurait un arrondissement de Bruxelles, et bien, il y a des citoyens de cet arrondissement qui se réunissent et qui votent la loi. Voilà le suffrage universel. Ils viennent exprimer leur suffrage, le suffrage universel, viennent qui veulent, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, ils viennent tous, ceux qui ne veulent pas viennent pas, et ils viennent voter leur loi. C'est ça, ça devrait être ça le suffrage universel. Or, nous nommons suffrage universel la désignation de maîtres politiques parmi des gens que nous n'avons pas choisis. C'est notre faute. C'est notre faute. Alors, je propose de faire ce que j'appelle la grève de ces mots-là. Et vous allez voir que ça nous rend possible l'expression de ce dont nous avons besoin. Parce que une vraie démocratie nous permettrait de protester contre les abus de pouvoir bancaire, contre les politiques d'austérité qui ne se justifient pas, qui vont avoir l'effet inverse de celui qui serait nécessaire. Les politiques d'austérité sont procycliques, elles nous plongent dans la crise, elles veulent nous en sortir. Elles n'avantagent que les créanciers. Alors, je ne développe pas sur ce point. Je voudrais juste attirer votre attention sur deux choses très importantes.
D'abord, nous avons des expériences historiques avec des faits sur lesquels nous pourrions nous appuyer pour choisir entre les deux termes de l'alternative que sont démocratie ou gouvernement représentatif. Nous avons dans l'histoire des œuvres, il y a 2500 ans, 200 ans de pratique quotidienne d'une vraie démocratie, donc de tirage au sort. Les Athéniens, tous les jours, tiraient au sort. Et leur dimension, je vais évacuer tout de suite cette objection, l'objection de la taille de la démocratie athénienne, c'était la même que celle d'une commune, la même qu'un arrondissement de Bruxelles, la même qu'un village, la même qu'une commune. Nous pourrions appliquer les méthodes, les meilleures méthodes de la démocratie athénienne au niveau des communes et ensuite faire remonter, nous regrouper entre communes par le mécanisme de la fédération. Je vais vite, je n'ai pas le temps de développer, à 45 minutes, c'est compliqué, mais je glisse ce chien pour que vous compreniez comment l'objection de la taille, à mon avis, ne résiste pas à l'analyse. Je n'ai pas fini, hein, peut-être que je vais trouver des objections que je n'ai pas encore vues, mais pour l'instant, je trouve que l'objection de la taille ne suffit pas. Mais en tout cas, pendant 200 ans, les Athéniens ont tiré au sort, et pendant 200 ans, écoutez bien, parce que ça nous concerne directement, dans le peuple athénien, je sais qu'il n'y avait pas les femmes, je sais qu'il n'y avait pas les esclaves, et je vous demande de vous faire crédit, je n'imagine pas un régime esclavagiste ou phallocrate, c'est pas ça qui m'intéresse, et je pense que la démocratie fonctionnerait très bien avec les femmes et sans esclaves. Okay. Alors, dans le peuple de... Il y en a qui continuent à avancer cette argumentation. Mais dans le peuple de l'époque, donc c'était les 30, 40, 50 000 suivant les États, ça durait 200 ans, c'est très long, donc la population, il n'y avait pas de recensement, des sortes de grandeur, mais en gros, ils étaient quelques dizaines de milliers. Dans le peuple de l'époque, il y avait presque que des pauvres et très peu de riches. Des riches, mais des très riches. Hein. Les riches, ils existaient à Athènes, ils étaient très peu nombreux. Et bien pendant 200 ans de tirage au sort, ce sont les riches sont les pauvres qui ont gouverné tout le temps. Les riches n'ont jamais gouverné, ils sont pas assez nombreux. Puisqu'on se réunissait à l'Assemblée et qu'on comptait, c'était à la majorité, on comptait, on votait, et les riches n'étaient jamais assez nombreux pour diriger. Les riches existaient, ils vivaient bien, ils avaient plus d'esclaves que les autres, ils n'étaient pas malheureux. Simplement, ils n'étaient pas en même temps riches et ayant le pouvoir politique. Ils étaient riches, ils n'avaient pas le pouvoir politique. Le tirage au sort permettait de désynchroniser le pouvoir politique et le pouvoir économique. C'est incroyable qu'on nous apprenne pas ça à l'école. À l'école dite républicaine, on devrait apprendre comment on fait pour instituer le vrai pouvoir du vrai peuple. Ben non, dans l'école dite républicaine, on apprend que démocratie égale élection, élection égale démocratie. C'est une fable. Une fable. L'élection, par définition, elle est aristocratique. L'élection consiste à choisir le meilleur Aristote. Mais tout le monde sait ça. J'ai des citations d'Aristote, j'ai des citations de Montesquieu, mais tous les penseurs politiques avant 1789, jusqu'au début du gouvernement représentatif, tous les penseurs politiques savaient, et c'est une question de définition, que l'élection est par nature aristocratique et que la seule procédure démocratique digne de ce nom, c'est le tirage au sort. Une citation. Aristote. Les élections sont aristocratiques et non démocratiques. Là, c'est pas le choix, hein, c'est Aristote. Elles introduisent un élément de choix d'idées, de sélection des meilleurs citoyens, c'est Aristote, au lieu du gouvernement, on l'a fait tout changer. Montesquieu, XVIIIe siècle. Le suffrage par le sort est la nature de la démocratie. Le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. C'est pas une lubie de choix, c'est une question de définition. Et les fondateurs de notre régime, Madison aux États-Unis, Sieyès en France, le savaient très bien. C'était des hellénistes qui connaissaient très bien la terre et qui connaissaient la définition des mots. Ils savaient ce que c'était qu'une démocratie. Écoutez ce que disait Sieyès, l'abbé Sieyès, un des pères fondateurs, un des penseurs les plus influents de la Révolution française. Je vais le citer. Les citoyens qui se nomment à eux-mêmes, c'est moi qui rajoute eux-mêmes pour qu'on comprenne, les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils piquaient les volontés, la France ne serait plus cette État représentatif, ce serait à l'État démocratique.
le peuple, je le répète, c'est dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut pas parler, le peuple ne peut agir que par ses représentants. Ces gens-là ne fondaient pas du tout une démocratie, ces gens-là fondaient un gouvernement représentatif. C'est-à-dire un gouvernement de notables, un gouvernement de riches pour les riches, par les riches. Et leurs successeurs ont fait la même chose. Je vous recommande. Alors, je suis très content, je suis passé à Paris avant ça, j'ai trouvé un bouquin de Guillemin. Guillemin, je l'ai découvert par les vidéos. Guillemin, un Suisse, c'est un critique littéraire, je ne sais pas longtemps, mais c'est un fleuve d'intelligence, de gentillesse, de loyauté, d'honnêteté et d'informations utiles sur 200 ans de gouvernement représentatif, sur le gouvernement des riches, par les riches, pour les riches, et d'escroquerie linguistique de plus en plus affinée par des gens qui savent très bien que l'homme est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles, comme disait Mirabeau, c'est ça Mirabeau qui trahissait déjà depuis le début, et qui savait très bien que l'homme s'attrape par les oreilles, comme le lapin. C'est-à-dire qu'il suffit de nous mentir, parce qu'on est gentil, quoi. Il suffit de nous mentir, on a une vulnérabilité au bobard qui est incroyable. Et ils le savent depuis le début. Donc, ce que je dis quand je dis il faut faire la grève des mots, remettre les mots à l'endroit, c'est très important. On n'arrivera pas à se sortir du pétrin tant qu'on va gober les bobards, les mots à l'envers de ce que j'appelle, parce que c'est plus clair, les voleurs de pouvoir. Nous avons besoin de gens au pouvoir. Il ne faut pas qu'on les laisse devenir des voleurs de pouvoir. Il y a une deuxième chose. Donc, je finis mon mémoire, je vous trouve parenthèse dans la vie. Il y a 200 ans d'expérience concrète, pratique, 200 ans très longs de tirage au sort, de gouvernement des pauvres. Et une société qui n'est pas du tout chaotique, une société qui est prospère, stable politiquement, avec une activité politique comme on n'a jamais vu dans l'histoire des hommes de pays. Et puis on a, en regard, pour comparer, on a 200 ans d'élections de gouvernement représentatif, depuis la Révolution, depuis 1789. Et là, pendant 200 ans, l'élection donne toujours et partout dans tous les pays le pouvoir aux riches. Alors vous avez 200 ans de tirage au sort qui donne le pouvoir aux pauvres, vous avez 200 ans d'expérience pratique, je vous parle de fait, je ne parle pas d'opinion. Ça se sent que j'ai une petite opinion, hein, mais bon, ce sont des faits ce que je vous dis là. Vous avez 200 ans de gouvernement des riches par les riches, c'est l'élection. L'élection donne le pouvoir aux riches, le tirage au sort donne le pouvoir aux pauvres. Enfin, il ne faut pas dire riches et pauvres parce que nous avons du mal à nous identifier aux pauvres. On ne se sent pas pauvre et on se sent plutôt riche. Alors je vais dire, l'expression moderne qui est 99% à 1%, c'est plus parlant. Le tirage au sort donne le pouvoir aux 99%, l'élection donne le pouvoir aux 1%. Je pose la question centrale pour ceux qui cherchent une solution à nos problèmes. Combien de temps encore les 99% vont-ils défendre l'élection? On a du mal à se déprendre de cette affection pour l'élection pour plein de raisons qui seraient intéressantes à approfondir entre nous pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on tient tant à l'élection. Je pense qu'une des raisons essentielles, il y a deux raisons qu'on peut mettre en plus importantes qui sont notre quasi-dressage. Moi, toute ma vie, jusqu'à 50 ans, j'ai appris que élection égale démocratie, démocratie égale élection, et 50 ans de formatage, ça laisse des traces. Pour se désintoxiquer, il faut un temps fou. Enfin, pas tant que ça, mais il faut un peu de temps. Il faut discuter, il faut bouquiner. Alors, j'ai l'impression de sortir vraiment l'impression de sortir de l'enfant. J'ai l'impression, en découvrant cette idée, en mettant les mots à la voix, j'ai l'impression vraiment d'être un adolescent qui est en train de devenir adulte, qui est en train d'accéder à j'ai envie d'être autonome, j'ai envie de voter moi-même les lois, j'ai plus envie d'avoir des représentants, mais c'est un état, je veux dire, ça demande un moment de désintoxication. Donc, sortir de la désintoxication. Qu'est-ce qui fait d'autre que nous tenons à l'élection? Je pense qu'il y a la peur du tirage. Et là, je voudrais, brièvement, mais je voudrais insister sur un malentendu qui fait que les gens ont peur du tirage au sort alors qu'ils ne devraient pas. Comprenez bien comment ils étaient organisés à Athènes dans une vraie démocratie. Le tirage au sort ne servait pas du tout à donner le pouvoir à des gens qui étaient des maîtres.
Pas du tout, c'est pas les tirés au sort qui votaient les lois. C'est pas les tirés au sort qui votaient les lois. Les tirés au sort, c'était les adjoints de l'Assemblée qui faisaient ce que l'Assemblée ne pouvait pas faire. L'Assemblée, ils étaient 6 000, on ne discute pas à 6 000. À 6 000, on se tait et on vote, parce que 6 000, on est trop nombreux. Donc il y avait des orateurs qui venaient, qui avaient préparé leur travail et qui plaidaient pour un sujet, ou qui plaidaient contre un sujet, et puis les citoyens autonomes, adultes politiquement, votaient. Et les tirés au sort, c'était les gens qui préparaient les lois. Par exemple, le Conseil des 500, tiré au sort, réuni en commission en dehors de l'Assemblée, préparait des lois, tiré au sort, préparait les lois. On en discutait sur l'agora, ils faisaient la politique tout le temps, ils en parlaient tout le temps, évidemment. Ils savaient qu'ils allaient voter vraiment leur loi. Donc, ils avaient une appétence à la politique. Ils en parlaient beaucoup sur l'agora, avant l'Assemblée. Donc, les tirés au sort, c'était ceux qui préparaient les lois, c'était aussi ceux qui, en aval, après qu'on ait voté les lois, il fallait les appliquer, il fallait une police, il fallait la justice, donc c'était les juges qui étaient tirés au sort, donc les policiers étaient tirés au sort, ce n'était pas tirés au sort qui votaient les lois, ce n'était pas dangereux du tout. D'autant que les Athéniens savaient qu'on leur donnait un pouvoir, le pouvoir de juge c'était un pouvoir quand même, hein. Le pouvoir de policier c'était un juge, on leur donnait, pardon, c'était un pouvoir, on leur donnait du pouvoir, mais on leur donnait pas beaucoup, pas longtemps, 1 an maximum, jamais 2 fois de suite. Et avec des contrôles, mais des contrôles comme on laisse sur le feu. Il y avait la dysplasie avant, on ne tirait pas sur n'importe qui, dysplasie qui faisait d'examen, pas de compétences, hein, ils s'estimaient tous compétents politiquement, c'était un examen d'aptitude, c'était pour dégager les fous, les gens qui ne s'occupaient pas bien de leurs parents. C'est marrant les critères qu'ils avaient à l'époque. Donc, s'ils s'occupaient mal de leurs parents, ils ne pouvaient pas être tirés au sort pour s'occuper des affaires de la cité. Et donc, nous déciderions, nous, aujourd'hui, de ce qui nous semble nécessaire pour être tirable au sort. Je leur rends le mot, tirable au sort. En tout cas, ils avaient des filtres pour que n'importe qui ne soit pas tiré au sort. Il y avait l'ostracisme qui permettait d'en mettre à l'écart. Il y avait la révocabilité à tout moment. Mince, on s'est trompé, on a tiré au sort un affreux, on pouvait le révoquer à tout moment. Et puis il y avait la reddition des comptes avec des punitions. C'est absolument pas dangereux, quoi. C'est 1000 fois moins dangereux que notre régime actuel dans lequel regardez comment les pouvoirs se sont autonomisés. C'est une tendance physique, l'autonomisation des pouvoirs. Ça ne sert à rien de la nier ou de dire un jour arrivera où ils ne s'autonomiseront pas. Non, ils vont toujours avoir une tendance à s'autonomiser. Donc il nous faut, non pas des hommes vertueux, ça n'arrivera pas, personne d'entre nous, ni vertueux, ni vicieux, nous avons tous du bon, du mauvais. Il nous faut de bonnes institutions qui poussent les gens à la vertu. C'est ça qui nous manque. Donc c'est très important de savoir qui va créer ces institutions. Il ne faut pas que ce soit les professionnels de la politique. Donc là, alors, j'en viens à la proposition. Ma proposition dans l'état actuel, mais c'est un chantier. Si vous savez ce que je fais, vous voyez que c'est avec vous. On le fait ensemble, s'il vous plaît. Donc, dans l'état où j'en suis maintenant, dans l'état où nous en sommes, pour essayer de changer les choses, il n'y a rien à attendre de l'élection qui arrive. L'élection, elle est perdue. On a perdu pendant 200 ans. Vous ne croyez pas qu'on va gagner celle-là. Vous dites qu'il faudrait réguler. Attendez, ça fait 40 ans qu'ils sont en train, 30 ans qu'ils sont en train de déréguler. Leur plan est en train d'aboutir. Vous croyez quoi? Parce que vous manifestez, parce que vous pétitionnez, ils vont changer ces plans. Mais vous rêvez. Là, on blabla, on discute. C'est très important qu'on discute sur les conséquences pour savoir la nature de nos problèmes. Mais ce n'est pas ça qui va nous fournir l'alternative. Vous voyez, si on coupe les branches de l'arbre des injustices, si vous ne vous occupez pas de la racine, les branches elles repoussent aussitôt. En même temps, si vous coupez une branche, vous avez les autres, vous allez régler les problèmes. Même si vous arrivez à couper toutes les branches, elles repousseraient. Il faudrait qu'on s'en prenne à la racine. Si on s'en prend à la racine, c'est-à-dire à la qualité du processus constituant, qui écrit ces fichues constitutions? Qui doit écrire? Prenons, si on fait ça, on prend le problème au bon endroit, et on va régler toutes les injustices sociales d'un coup, et deux, on va pouvoir enfin s'unir. Donc on va enfin être fort. C'est-à-dire que ça a tous les avantages de prendre. Vous savez, cette phrase d'Hippocrate, et pas cette phrase d'Hippocrate qui dit chercher la cause des causes, elle va nous permettre à la fois de nous unir et sur le truc le plus important, ce qui permettrait de ne pas régler un problème, pas de battre à tous. Il va en rester, la maladie, la mort, ok, mais plein d'injustices sociales, on va venir à bout grâce en prenant le contrôle, en reprenant le contrôle de nos représentants, en comprenant
que le tirage au sort affaiblit nos représentants, permet de faire que nos représentants restent nos serviteurs et leur interdit de devenir nos maîtres. La prise de conscience de ça, de cette procédure qu'ils ne veulent pas nous enseigner à l'école dite républicaine. Je comprends que les élus, les parents, qui mettent dans le programme de l'éducation nationale l'enseignement du tirage au sort qui va les foutre au chômage. Je comprends ça. Mais nous, on n'est pas des professionnels de la politique. Donc, nous devrions, nous qui ne cherchons pas le pouvoir, nous qui ne voulons pas le pouvoir, nous devrions nous approprier cette idée que la démocratie, c'est pas ce qu'ils disent, les citoyens, c'est pas ce qu'ils disent, le suffrage universel, c'est pas ce qu'ils disent, une constitution, c'est pas ce qu'ils disent, une constitution, ça devrait nous protéger contre les abus de pouvoir, et ça devrait pas être une prison politique qui nous prive de tout pouvoir. Nous devrions prendre conscience de l'escroquerie qu'il y a dans les mots aujourd'hui, et ça nous rendrait possible l'expression, donc la formulation de ce dont nous avons besoin pour nous sortir du pétrin. Et à partir du moment où nous arrivons à l'exprimer, nous arrivons à le vouloir, et si nous sommes nombreux à le vouloir, ça adviendra. Alors, comment on va faire concrètement pour que ça advienne? Pour l'instant, on est 100. Voilà, 100, ça ne va pas suffire. Et puis moi, j'en vois 100, 200 à la fois. C'est insuffisant. Il s'agit d'être des millions sur le pays. Et ça ne va pas suffire parce que si c'est seulement sur notre pays, il va y avoir les oligarchies environnantes qui vont nous coller une guerre avec un prétexte en bois. Il faut que nous soyons des milliards. Alors, ça me paraît impossible. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Les milliards, si vous divisez par 2 et par 2 et par 2, il suffit de 3 fois pour qu'on soit déjà des millions. Et en fait, c'est le début qui dure. Mais après ça, l'exponentiel, ça va à une vitesse folle. L'important, c'est que nous trouvions la bonne idée qui va bien, qui fait qu'on n'a plus besoin de faire choix ou d'un bonheur qui parle. Il faut que vous soyez capable de vous approprier ces idées et de la pousser vous-même pour que, vous avez compris, eh ben, vous allez fabriquer 2 ou 3, j'appelle ça des virus, des virus bienfaisants. Dans la nature, j'ai appris qu'il y a des virus comme des maladies, mais il y a la plupart des virus sont des virus dont nous avons besoin pour vivre. Et donc, le processus viral qui fait qu'un truc très simple arrive à se reproduire tout seul avec une forte résistance aux agressions, eh ben c'est ça dont nous avons besoin. On a besoin d'idées simples qui se reproduisent toutes seules, et puis même s'ils assassinent ou s'ils discréditent un leader ou un gars qui s'en sort mieux, ben ça fait rien, on s'approprie le truc, et comme un rhizome en souterrain, même sans avoir besoin de passer par la télé ou les journaux, on n'a pas besoin de ça. Si on en parle entre nous, dans nos réunions de famille, entre amis, au lieu de parler de foot, de recettes, on parle de comment on va faire ce que on va rapidement nombreux. Et si on est nombreux à comprendre que lors de la prochaine insurrection, on ne sait pas encore si ça va venir, et le 13 qui arrive aux Tunisiens, on ne sait pas encore. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas que ça va pas arriver, c'est pas parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver que ça va pas arriver. Ça va arriver à un moment ou à l'autre, on va se révolter. Et si quand on se révolte, au lieu de faire comme les Tunisiens, d'accepter que la constituante soit, je parle trop vite, donc je n'ai pas vraiment, j'ai plus beaucoup de temps, mais si on a préparé le terrain et qu'on est des millions à vouloir une assemblée constituante qui ne soit pas élue, qui soit tirée au sort parce qu'on veut qu'elle soit désintéressée, on veut qu'il n'y ait plus de conflit d'intérêts à ce moment précis où va être instituée notre impuissance, ou si on fait attention, notre puissance, tout se joue pour savoir qui écrit cette règle. Est-ce que c'est notre impuissance ou notre puissance qui va être instituée? Si on a compris là où ça se joue, et on dit nous on veut, attention, on est nombreux, et on dit on veut une assemblée constituante désintéressée. Si on est nombreux à le vouloir, on l'aura, et sans violence, parce qu'on sera nombreux. Voilà, c'est pas pour demain, mais j'ai mis 3 si vous avez des objections, je suis preneur. On progresse jamais tant que dans la contradiction. Je ne cherche pas du tout à avoir raison. Je cherche un système robuste qui nous protégera tous durablement contre les effets de bas. Et s'il y a quelque chose qui cloche, vous pouvez, donc il faut le dire, mais vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de dire que l'objection, vous pouvez en même temps réfléchir vous-même à la réflexion symbolique, parce que je ne cherche pas à montrer que vous avez tort ni l'inverse. C'est Montaigne qui explique que
dans l'art de converser, nous devrions tous être à la recherche du vrai, le plus vrai possible. Et normalement, dans une discussion, Montaigne dit merveilleusement, il faut lire cette traduction de Lanly des essais de Montaigne. On ne comprend rien. Enfin, moi, j'avais les essais de Montaigne pas traduits. Je butais sur tous les mots, j'arrivais pas, ça me tombait des mains. Et puis j'ai découvert la traduction de Lanly des essais de Montaigne, c'est en français moderne, c'est un fleuve d'intelligence. Et sur l'art de converser, il écrit que souvent dans nos controverses, nous sommes amenés, presque mécaniquement, sans le faire exprès, sans s'en apercevoir, à essayer par fierté d'avoir raison et de montrer que non, j'ai pas tort et c'est toi qui as tort, alors que nous devrions, tendus vers un objectif qui est se tromper le moins possible, nous devrions être contents. Oui, c'est super, effectivement, je me trompais et je progresse. Et merci de m'avoir montré que je me trompais pas. Donc si vous avez des objections, je suis preneur. Justement, j'allais proposer 2 ou 3 questions, c'est important. Oui, voilà. Si madame, eh bien ça peut commencer par madame. Excusez-moi, je prends la main. Oui, je voulais réagir surtout à la dernière intervention, parce que les précédentes, je n'avais aucun souci à vous suivre autant sur le fonctionnement. Sur la dernière intervention, il me semble d'entendre systématiquement le E et le nous. Comme Romain l'a dit tout à l'heure, on ne prend position que de la place où on se situe. Je suis effectivement une élue, Patrice Latis, pas depuis longtemps, donc sans doute pas encore professionnelle de la politique, mais je veux dire que ça me choque quand même profondément de l'entendre, parce que de dire, j'ai envie de vous dire, plutôt que de vous lancer eux, quand vous dites eux et nous, j'ai envie de vous dire que eux, c'est vous. Que de construire son discours en vous plaçant dans ces termes-là, c'est cultiver l'idée que nous, on ne sera jamais eux, alors que, il me semble, et c'est des responsabilités, et c'est nous des responsabilités. Non, c'est le cas, et c'est le cas que je c'est les professionnels de la Est-ce que vous comprenez qu'on peut ne pas avoir envie de représentants? Oui, je pense, j'ai pas dit ça avec tous les Est-ce que vous comprenez qu'un citoyen qui veut devenir adulte, il peut ne plus avoir envie de représentants, de tuteur qui vote les lois à sa place? Oui, mais donc, je les comprends. Je sais que vous avez joué. J'ai plein de copains élus qui comprennent ça. C'est respectable, c'est pas une discussion. Mais donc, je vais juste terminer le film. Et donc, je me dis, continuons à responsabiliser les citoyens, que ce soit à travers son vote ou autre chose, mais de présenter l'Assemblée constituante. J'ai envie de vous dire l'Assemblée constituante, pourquoi? Alors, je ne suis pas suspecte, hein, puisque mon parti a déposé un texte qui vise à donner la parole aux citoyens. Et donc, ici, en l'occurrence, je trouve que dans votre démonstration, vous occultez une partie d'une réalité qui est la question du rapport de force. Donc, ok, pour une assemblée constituante, pourquoi faire? Faire croire aux gens que si on met en place une assemblée constituante, on sera dans un modèle différent, c'est quand même c'est tronquer la réalité. On l'a vu, le G1000 en Belgique, on a applaudi l'initiative, mais je dois dire que j'ai été relativement déçue par ce à quoi ont accouché les travaux, c'est-à-dire les propositions qui ont été sur la table suite à tous ces débats citoyens étaient strictement les mêmes que ce que le gouvernement nous préparait en termes d'austérité. Et donc je crois que parce que, et donc je ne me positionne pas contre l'Assemblée constituante, mais je voudrais bien me rappeler, si ici nous sommes tous convaincus de ce que nous disons, le rapport de force global, ici le modèle dans lequel on est aujourd'hui est le fruit et le résultat des gens qui ont eu la possibilité de construire ce projet-là, qui n'est pas le mien, mais c'est qu'ils ont du soutien et on est minoritaire aujourd'hui à défendre le modèle tel qu'on l'entend aujourd'hui. On est minoritaire. Si demain on institue l'Assemblée constituante, je ne suis pas persuadée que ça nous permettra de changer le modèle. Je ne suis pas certaine que les individus citoyens qui seraient tirés au sort défendraient autre chose que ce que le politique nous propose aujourd'hui. Mais c'est une question. Et donc, alors quand je dis Assemblée, ok pour l'Assemblée constituante, mais pourquoi faire? Peut-être le deuxième représentant. Allez-y. Oui, merci madame. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'intervenant, pas avec madame, mais avec l'orateur que je représente ici, le MR. Alors au risque de ne pas convaincre grand monde dans la salle, je
je suis un partisan effréné de la démocratie représentative. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à changer dans le système politique. J'ai moi-même écrit un ouvrage il y a 3 ans très critique sur la politique, y compris sur le fonctionnement moral. Mais quand j'entendais un intervenant dans la salle dire tantôt que les élus n'écoutent pas assez la population, je ne crois pas que ce soit vrai. Je vais même au risque de choquer, dire que c'est parfois l'inverse, c'est qu'on n'a pas tendance, et je vais vous expliquer pourquoi en citant des exemples concrets, à trop écouter. Une des critiques qu'on peut faire de nos gouvernements, c'est parfois de trop gouverner à court terme en suivant des sondages, en voyant ce qu'ils croient être l'opinion du moment. Maintenant, au niveau local, je suis un élu local. Quelle est la réalité? Pourquoi viennent me voir les citoyens dont je ne suis pas ravi, alors que je suis un élu de la population, et me disent et m'écrivent, c'est scandaleux, vous ne suivez pas les avis que l'on vous donne. Donc, j'écris aussi qu'on essaiera de penser, je ne sais que ce ne sera pas le cas, de ne pas vous réunir. Vous prenez les cas pour lesquels un certain nombre de citoyens, mais très très nombreux, viennent vous voir. Des bus, oui, mais évidemment pas dans sa rue. Pas un arrêt de bus devant chez soi. Chez un urbaniste, des crèches, mais pas dans son quartier. On considère que c'est résidentiel, chez moi on doit mettre des crèches dans une sorte d'entreprise. J'ai eu il y a quelques mois un projet de mosquée dans ma commune. On a dit, on ne vous a pas élu pour avoir une mosquée dans notre commune et dans notre quartier. Vous avez prié effectivement pour refuser cela. Il n'y avait aucune raison au niveau urbaniste de refuser, en plus des gens tout à fait modérés et aucune critique. On a beau dire, mais la Constitution, justement, et heureusement qu'elle est là, la Constitution, elle garantit un certain nombre de droits et de libertés fondamentales, y compris le droit de religion, et donc, même si majorité, et ça c'est le danger de la Torah athénienne, je dis que dans une commune comme la mienne, dans un certain nombre de quartiers, on fait une démocratie à l'athénienne, eh bien, il y a une majorité des gens qui refusent une mosquée, ou un autre exemple que j'ai pris, un lycée thérapeutique. Un lycée thérapeutique, donc c'est pour soigner les pathologies de l'anorexie ou d'autres. On a également délivré le permis, mais également psychiatrique. Les gens sont venus à un institut psychiatrique dans le quartier, non merci. À un moment donné, le rôle de l'élu, c'est aussi de prendre ses responsabilités. C'est d'agir dans le sens de ce qu'il croit être l'intérêt général. Oui, effectivement, à un moment donné, il doit remettre à la disposition des citoyens sur les élections son mandat, et si à tort a raison d'appeler ce qu'il a fait, on le remercie. Ça ne veut pas dire que ce n'est qu'à l'élection que les citoyens doivent intervenir. Et je pense que c'est pas la Constitution qui est probablement mauvaise, c'est la manière dont on utilise la Constitution. Donc d'abord, les parlementaires utilisent trop peu leur pouvoir. Je peux vous dire que quelquefois, quand j'étais parlementaire, avec un ou deux collègues, on ne voulait pas un certain nombre de textes déposés par le gouvernement. Et on a toutes les pressions possibles imaginables des membres des cabinets ministériels. Et quand on a dit, eh bien, on ne votera pas le texte. Finalement, ils ont quand même calmé et modifié, mais il faut parfois avoir du courage. Alors, il y a des modifications qui peuvent être faites. Moi, je crois beaucoup au droit de pétition. Mais aujourd'hui, votre pétition ne fonctionne pas bien parce qu'on envoie une pétition et puis vous ne savez pas pourquoi éventuellement on ne suit pas la pétition ce qu'elle veut. Pour imaginer l'obligation effectivement d'audition au niveau d'une commission, que ce soit une commune ou un parlement, on reçoit les gens, on les écoute, on répond, etc. Par contre, je terminerai par le grand problème au niveau européen. Il n'y a pas au niveau européen de réelle démocratie. Ça, c'est très clair. Parce que là-bas, le Parlement européen n'a pas de réel pouvoir. Et qu'on est effectivement à une sorte de somme d'État et de chef de gouvernement qui décide effectivement des équilibres et des marchandages que l'on connaît. Et ce qui doit arriver, c'est de réformer les institutions européennes pour qu'on ait un réel État fédéral européen. Et à ce moment-là, effectivement, il y aura des débats, il y aura des référendums au niveau européen, comme il peut y en avoir à d'autres niveaux de pouvoir. Simplement, je voudrais conclure par là. Il faut que la démocratie ne soit pas toujours uniquement la loi de la majorité. La majorité ne peut pas tout décider en démocratie. Elle peut décider évidemment dans tout un certain nombre de domaines. Mais lorsqu'il s'agit des droits individuels, il faut effectivement protéger la minorité. Et ça, c'est l'avantage d'une constitution. Et je pense que des élus responsables peuvent effectivement rédiger une constitution. Le débat est, effectivement, est-ce que cette constitution ne doit pas être ratifiée par le référendum ou par d'autres procédés, mais elle est là d'abord et avant tout pour protéger. Et je vous dirais, je ne crois pas du tout votre critique. Il n'y a aucune séparation de pouvoir. C'est vrai qu'entre le Parlement et l'exécutif, le législatif et l'exécutif, on peut se demander si la séparation de pouvoir est réelle. Mais dans la plupart de nos États démocratiques, l'indépendance du pouvoir judiciaire, elle est quand même bien réelle.